Bonjour à tous, c'est la reprise des chroniques et je suis vraiment content de refaire une nouvelle année avec vous. Alors pour commencer, j'avais d'autres sujets de vidéos à traiter, que je traiterai finalement plus tard, parce qu'on a décidé avec l'ancien de Serpentard de faire nos 2 vidéos aujourd'hui. Donc, après avoir fini de visionner cette chronique, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur sa chaîne pour voir la deuxième partie de notre 42e collaboration. Si on effectue une recherche YouTube, Maison Harry Potter, on tombe exclusivement sur des vidéos en rapport avec le test du Choixpeau et rien de plus. Alors que pour moi, le succès populaire d'Harry Potter est en partie dû au concept des maisons à Poudlard. Nous allons donc parler des origines du concept, des sources d'inspiration de J.K. Rowling, de leurs fonctions ainsi que de leur puissance dans l'univers d'Harry Potter. Commençons par parler des origines des maisons d'Harry Potter. Dans les toutes premières idées de J.K. Rowling concernant Harry Potter, Poudlard était déjà présente. Elle imaginait un très vieux château médiéval en Écosse où les élèves seraient séparés en plusieurs maisons. Peut-être qu'elle n'avait pas encore les noms définitifs, à savoir Gryffondor, Serpentard, Cerf-d'Aigle et Poufsouffle, mais l'idée était déjà née. Comme vous avez dû vous en rendre compte dans mes précédentes vidéos, j'aime bien parler des sources d'inspiration de l'autrice. Et là, je dois vous avouer, sauf erreur de ma part, que J.K. Rowling est la première à imaginer ce genre de concept. Je ne trouve pas, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma, des équivalences ou des concepts très proches de celui des fameuses 4 maisons. Pourtant, j'ai cherché un peu partout, et je pensais même trouver quelque chose dans l'île du crâne, un roman pour enfants que j'avais lu, incroyable, étant enfant, et qui relate une histoire très similaire à celle d'Harry Potter. Le roman, paru au tout début des années 90 et écrit par Anthony Horowitz, suit les aventures de David, un jeune homme d'une douzaine d'années qui reçoit un matin une mystérieuse lettre chez lui pour lui annoncer qu'il est inscrit dans une nouvelle école. Il prendra le train où il y rencontrera ses 2 meilleurs amis avant de découvrir le grand château où enseignent des professeurs atypiques, vampires, sorciers ou encore fantômes. Bref, un début d'histoire très proche de celle de J.K. Rowling, mais aucune trace, aucun indice quant aux 4 maisons. Ensuite, j'ai pensé au livre que je suis en train de lire en ce moment, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, sorti en 1931, soit quelques décennies avant Harry Potter, où la population, un peu à l'image des 4 maisons, est segmentée. Mais d'un côté, ils sont segmentés uniquement via leur intelligence, qui découle exclusivement de leur classe sociale. On est donc très loin du concept de J.K. Rowling, où le nombre de pièces d'or dans votre coffre chez Ringot ne vous garantira pas un accès à telle ou telle maison. Contrairement même à toutes les segmentations existantes dans la littérature et le cinéma, J.K. Rowling semble être la première à en avoir créé une qui ne soit pas liée à la classe sociale, ou qui ne soit pas liée à des caractéristiques déterminées d'un élève. À Poudlard, il n'y a pas de maison supérieure à une autre, et la répartition dans cette dernière est uniquement liée au caractère des élèves, sans oublier qu'ils peuvent influencer le Choixpeau avec leurs préférences. Oui, on peut donc affirmer que J.K. Rowling a imaginé un tout nouveau concept qui influencera même d'autres auteurs. Je pense particulièrement à Divergente, où la répartition de la population à travers les différentes castes rappelle fortement les 4 maisons à Poudlard. Ensuite, les maisons de Poudlard jouent un rôle très important dans la construction de l'histoire. C'est surtout vrai dans les premiers tomes ou films, car vers la fin, les péripéties liées aux maisons sont quasi éclipsées par le reste de l'histoire. Dans la construction d'un scénario de film, mais surtout de série TV, il existe ce qu'on appelle des intrigues mineures et des intrigues majeures. Ces 2 types d'intrigues s'alternent à l'écran et permettent de maintenir l'intérêt du spectateur. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Pourquoi les séries quotidiennes du type Plus belle la vie, Ainsi grand soleil et j'en passe ont déjà autant de succès, mais surtout une étonnante longévité? Tout le secret de leur succès réside dans la gestion et l'arbitrage entre les intrigues majeures et les intrigues mineures. Dans chaque série TV de ce genre, un épisode va raconter un bout de l'intrigue majeure, en général une affaire de meurtre, de racket, de grosses dettes d'argent, tout en alternant avec un bout de l'intrigue mineure, un début de relation amoureuse, un petit conflit entre un ado et sa mère, ou encore une relation adultère entre 2 personnes. L'épisode va, à l'aide d'un montage alterné, raconter un bout de ces 2 histoires. Le spectateur va donc toujours vouloir connaître la suite, car les intrigues mineures et majeures ne se terminent jamais en même temps, c'est une des règles d'or. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que ces séries ne se terminent jamais, et surtout qu'elles ont autant de succès. Les scénaristes peuvent même jouer avec en convertissant une intrigue mineure en intrigue majeure. Exemple, on suit une petite histoire d'adultère entre 2 personnes, intrigue mineure. Mais là, le mari découvre sa femme qui la trompe et lui fracasse le crâne. S'en suivra une enquête policière, intrigue majeure. Vous allez me dire, c'est bien intéressant tout ça, mais quel est le rapport avec Harry Potter ? Eh bah, loin de moi l'idée de comparer Harry Potter à ce genre de série TV, mais on doit avouer qu'Harry Potter fonctionne un petit peu comme ça, en alternant les intrigues majeures et les intrigues mineures. Et devinez grâce à quoi, grâce à quel outil J.K. Rowling peut mettre en scène des intrigues mineures? Grâce aux 4 maisons bien entendu. Dans Harry Potter 1, l'intrigue majeure est la découverte du monde magique par Harry, mais surtout son affrontement face à Voldemort. Et quoi de mieux pour temporiser un peu tout ça qu'un match de Quidditch ou un tournoi des 4 maisons?
Les intrigues mineures d'Harry Potter, en tout cas dans les premiers films, sont toujours fondées sur la rivalité ou la compétition entre les 4 maisons. Et il est également possible qu'une intrigue mineure rejoigne la majeure, comme dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ou le match de Quidditch, intrigue mineure, se termine par une agression des détraqueurs sur Harry, intrigue majeure. J.K. Rowling a donc, avec la création des 4 maisons au sein de Poudlard, imaginé une source quasi inépuisable d'intrigues mineures, et c'est ça l'une des clés principales du succès d'Harry Potter. J'aimerais continuer en parlant également du pouvoir d'identification des lecteurs ou spectateurs par rapport aux personnages grâce à l'existence des 4 maisons. Le succès des films, d'autant plus s'ils ciblent la jeunesse, dépend grandement du pouvoir d'identification. Grossièrement, vous vous êtes déjà identifié aux personnages d'Harry Potter si vous aussi, comme Mumu et moi, vous attendiez votre lettre de Poudlard. Le fait de répartir les élèves en différentes maisons permet aux enfants que nous étions, et que nous sommes encore aujourd'hui, d'avoir une préférence, et qu'au lieu de s'identifier comme étant simplement un élève de Poudlard, on s'identifiait comme étant un élève de Gryffondor ou un élève de Serpentard par exemple. Oui, parce que Poufsouffle et Serdaigle ont un pouvoir d'attraction bien plus faible. Cependant, je vais vous prouver dans ma vidéo que Serdaigle n'est pas n'importe quelle maison. Un autre argument qui renforce ce pouvoir d'identification est le succès qu'a le fameux test des maisons sur Pottermore, où le résultat qu'on nous attribue nous donne encore un peu plus l'impression de faire partie de ce monde magique. D'ailleurs, ce succès engendré par les 4 maisons s'est même décliné à Ilvermorny, l'école de magie des États-Unis, où il existe également 4 maisons représentées chacune par un animal, un Wumatu, un serpent crochu, un oiseau tonnerre et un Puckwood Genie. C'est également une retranscription fidèle du fonctionnement de Poudlard. D'ailleurs, tout comme le logo de Poudlard, celui d'Ilvermorny combine les animaux des 4 maisons. Allez, encore une preuve qui souligne l'importance et le succès du système des 4 maisons dans l'univers d'Harry Potter. Il est également possible de faire son propre test pour déterminer dans quelle maison nous serions envoyés à Ilvermorny. Cette chronique touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'on aura réussi à vous apprendre certaines choses sur ce concept imaginé et propre à J.K. Rowling, et également sur l'importance, très souvent sous-estimée, des 4 maisons au sein du succès d'Harry Potter. D'ailleurs, je vais lancer aujourd'hui, dans l'onglet communauté sur YouTube, un petit sondage pour voir quelle est la maison la plus représentée parmi ceux qui regardent cette vidéo. Ensuite, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous invite vraiment à regarder la suite de cette collaboration sur la chaîne censée de Serpentard. Bon, allez, à la prochaine.